Donc, la physiologie des cardiopathies congénitales. Donc, on va commencer par… alors, je vais aller très, très vite sur les diapositives puisque le temps est beaucoup plus court que d'habitude. Notez vos questions et puis on reviendra à la fin. Je laisserai un petit temps si vous avez des questions. Donc, la circulation fœtale, ce qui est important de savoir, c'est que le cœur normal, c'est un système en série, alors que le cœur fœtal, c'est un système en dérivation. Et qu'en fait, la nature a fabriqué deux shunts, un qui s'appelle le canal artériel, qui vous permet de développer les cavités droites, et un autre qui s'appelle le foramen ovale, qui permet de développer les cavités gauches. Comme vous le savez, vous n'avez pas de perfusion des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, ou en tout cas très peu, et que la seule façon de développer les cavités cardiaques, c'est d'avoir une CIA et un shunt droite-gauche par le foramen ovale d'une part. Quant au cœur droit, comme vous n'avez pas de circulation pulmonaire, c'est le placenta qui assure cette circulation pour que le ventricule droit se développe et ensuite assure une circulation pulmonaire à la naissance. Il faut donc que du sang passe par ce ventricule droit. Et donc, le sang arrive de l'oreillette droite, traverse la tricuspide, arrive dans le ventricule droit, arrive dans l'artère pulmonaire. Et là, comme vous avez le cul-de-sac des poumons, il est redirigé vers l'aorte par le canal artériel. Voilà. Ce qui vous explique donc en deux phrases. Canal artériel permet de développer les cavités droites, foramen ovale permet de développer les cavités gauches. Vous avez pas mal de résumés pour comprendre la physiologie. Ici, je vous ai mis les rapports un peu de débit qu'il peut y avoir dans les différentes cavités cardiaques. Vous regarderez ça tranquillement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à la naissance, quand vous avez l'ouverture des alvéoles pulmonaires, vous allez avoir les résistances pulmonaires qui vont chuter. Et chez le fœtus, ces résistances pulmonaires sont 10 fois les résistances systémiques. Et donc, vous voyez ici ce graphe, l'effet de l'hypoxie sur les résistances vasculaires pulmonaires en ligne continue, et celle dans le canal artériel ductal, avec les figures en pointillés. Alors, qu'est-ce qui se passe à la naissance? Donc, vous coupez le cordon ombilical, les résistances systémiques doublent. On ouvre les alvéoles, la PO2 augmente, les résistances pulmonaires vont baisser fortement, au point d'arriver à une sorte d'équilibre assez rapide de rapport de résistance pulmonaire sur systémique à peu près à 1/3. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le shunt par le canal qui était aorte AP chez le fœtus va devenir AP aorte. Pardon, qui était AP aorte chez le fœtus va devenir aorte AP. Et si ce fœtus reçoit quelque agression que ce soit, même si ce n'est pas une cardiopathie, par exemple un SDRA, une grande prématurité, il peut rester ce qu'on appelle en persistance de circulation fœtale. Donc, vous allez avoir un passage en série avec la fermeture du canal artériel par la vasoconstriction des fibres ductales et de la CIA par un clapet mécanique tout simple sur la valvule de Vieuxens, au moment où les veines pulmonaires vont augmenter la POG. Et donc, la POG va devenir supérieure à la POD en raison de l'augmentation du débit pulmonaire et la CIA va se fermer, ce foramen ovale va se fermer. Augmentation brutale de la demande circulatoire, la VO2 va augmenter, le débit cardiaque également, ce qui fait qu'au final, le VG va doubler son travail, alors que le VD, lui, va diminuer son travail. Et donc, entre nouveau-né et adulte, qu'est-ce qui va se passer? Les résistances pulmonaires vont continuer à baisser jusqu'à un 20e, un 50e des résistances systémiques, ce qui va compenser l'augmentation du débit cardiaque. Ce débit va augmenter de 1 à 6 litres par minute à peu près. La surface corporelle, le poids, les pressions artérielles vont augmenter. Le poids du VG, suite à l'augmentation importante des pressions systémiques, va passer de 10 grammes à 150 grammes, alors que le poids du VD va seulement augmenter de 10 grammes à 30 grammes. Et ce qu'il est le plus important de savoir pour ce que vous compreniez ensuite la physiologie des cardiopathies congénitales, c'est que le VG, il est fait génétiquement pour être contractile avec une paroi épaisse, mais il est un peu moins compliant que le VD, qui lui est beaucoup plus compliant que le VG. Il a une paroi beaucoup moins épaisse et moins contractile. Donc maintenant, on va rentrer dans les lois de la physiologie. Il faut impérativement connaître ces lois si vous voulez ensuite raisonner sur les cardiopathies. Donc vous avez la première loi, qui est la loi d'Ohm appliquée à des tuyaux, c'est-à-dire la loi de Poiseuil. Quand vous avez dans la loi de Poiseuil U égale RI, c'est-à-dire différence de potentiel égale résistance multipliée par intensité, et que vous transposez à de la tuyauterie, eh bien, vous avez la différence de potentiel qui devient un gradient de pression, la résistance d'un transistor qui devient la résistance d'un vaisseau, et l'intensité qui est ni plus ni moins qu'un nombre d'électrons par seconde qui va devenir un débit, c'est-à-dire un volume par unité de temps. Et ça se traduit par delta P égale RQ. Donc, quand vous appliquez cette formule dans la petite circulation, ça va devenir pression pulmonaire moins pression dans la veine pulmonaire. Alors, vous savez que les pressions dans les tuyaux, c'est pulsé, systole, diastole, systole, diastole. Donc, on va prendre la moyenne.
La pression dans la veine pulmonaire, c'est la même que la pression dans l'oreillette gauche, puisque vous n'avez pas de valve entre VP et OG. Ça fait donc PAP moyenne moins PVP égale PAP moyenne moins POG, multiplié par donc, la loi de Poiseuille, débit fois résistance. Si vous êtes dans la petite circulation, ça devient débit pulmonaire QP fois résistance vasculaire pulmonaire RVP. Et vous appliquez la même formule de Poiseuille dans la grande circulation, vous aurez P aorte moyenne moins POD égale QS fois RVS. Donc ça, c'est deux formules qui sont le B à bas de l'hémodynamique cardiaque, pas seulement dans les cardiopathies congénitales. Il faut vraiment impérativement manipuler ce genre de formule. Si vous appliquez cette loi à la STAP, par exemple, c'est là qu'on l'applique le plus souvent, donc dans la petite circulation, vous aurez donc PAP moyenne moins POG, qui va être égal à résistance fois débit. Et si vous passez la POG de l'autre côté, vous aurez PAP moyenne égale QP fois RVP plus POG, ce qui vous explique toutes les explications, les causes d'hypertension pulmonaire. Donc, le grand groupe, c'est hypertension pulmonaire. Il n'y a pas que de l'HTAP, il y a de l'HTP. Il y a une nouvelle définition hémodynamique de l'hypertension pulmonaire, c'est plus 25, c'est 20 mm de mercure. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu sur des séries de cathétérisme cardiaque qu'à partir de même 12-15, on n'était déjà plus dans la norme, qu'à 20, on était clairement pathologique et que probablement que le seuil de 25 était un peu trop élevé. Donc, la formule reste la même, hein, PAP moyenne, QP fois RVP plus POG. Si vous avez le débit élevé, ce sont les hypertensions pulmonaires de débit. Si vous avez les résistances pulmonaires élevées, ce sont les hypertensions pulmonaires qui vont toucher souvent l'artère pulmonaire elle-même. Et puis, si vous avez la POG élevée, ce sont les hypertensions pulmonaires que vous connaissez bien, qu'on disait avant post-capillaire. Et donc, la cardiologie congénitale va pouvoir s'apercevoir d'hémodynamique de l'HTAP qui vont concerner les trois mécanismes physiopathologiques, parfois deux, parfois les trois. Si vous avez le QP élevé, ce sont tous les hyperdébits pulmonaires, donc tous les shunts gauche-droite, et en général, ces hypertensions pulmonaires sont réversibles par fermeture du shunt. Quand vous avez des résistances élevées sur des cardiopathies congénitales, c'est qu'on a laissé des débits élevés pendant un certain temps et que ça a généré des lésions sur l'artère pulmonaire qui sont des lésions que vous verrez dans le cours de l'HTAP, qui sont des lésions de shear stress. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger, mais il n'y a pas que cette cause-là de RVP élevé. Hein. Vous connaissez n'importe quelle insuffisance respiratoire, hypoxie, les maladies thromboemboliques, certains traitements comme ceux du HIV, et l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né font partie de ces causes où les résistances sont élevées. Donc là, c'est vraiment le catalogue. Il y a énormément de causes d'hypertension pulmonaire de résistance élevée. Et puis enfin, quand les POG sont élevés, ce sont majoritairement les cardiopathies gauches, avec chez l'adulte un infarctus, une cardiopathie, toutes les valvulopathies gauches, le rétrécissement mitral étant celle qui fait monter le plus vite la POG par exemple. Donc ça, ce sont des pathologies qui touchent beaucoup la cardiologie adulte, mais également la cardiopathie adulte dans le sens maladie évolutive, coronaropathie, etc., mais également qui vont toucher les cardiopathies congénitales. Donc, maintenant, troisième formule, deuxième formule, pardon, le principe de Fick. Donc, ce principe de Fick nous dit que la VO2, la consommation en oxygène, est proportionnelle au débit et la différence artério-veineuse en oxygène. Et donc, cette différence artério-veineuse en oxygène, qui s'appelle CaO2 moins CVO2, on va la mesurer par des formules un petit peu complexes que je vous ai notées ici, qui vont avoir des coefficients, l'hémoglobine, LVO2, la PaO2, etc. Et que ce que vous savez probablement, en particulier ceux qui font de la réanimation, c'est qu'au repos, la saturation dans la P, elle est de 70-75%, et qu'à l'effort, ou dans des situations de défaillance circulatoire, cette saturation dans l'artère pulmonaire va baisser pour pallier à la baisse du débit cardiaque. Donc ça, le principe de Fick, c'est vraiment une formule importante et qu'on va simplifier pour arriver à une formule sur le rapport des débits. Alors, comment on fait? Eh bien, on dit que la VO2 dans la petite circulation, c'est QP fois différence artério-veineuse dans la petite circulation, et c'est égal dans la grande circulation à débit systémique fois la DAV dans la grande circulation. Et donc, si vous faites
le rapport de QP sur QS, eh bien, vous allez avoir tout simplement toutes vos hémoglobines, le coefficient de tout à l'heure, 1,34, etc. Tous ces chiffres-là vont disparaître pour arriver à une différence des saturations, tout simplement, qui sont la différence de saturation aorte moins veine cave sur la différence de saturation veine pulmonaire moins artère pulmonaire. Et finalement, dans la majorité des cas, la différence aorte moins veine cave, ça va être 30. C'est classiquement le chiffre qu'on va avoir de différence entre une saturation aortique et une saturation veineuse systémique après utilisation entre guillemets de l'oxygène par les organes. Et une veine pulmonaire, en général, la saturation, si on n'a pas de maladie pulmonaire, c'est 100%. Ce qui fait que votre QPQS, dans la majorité des cas, c'est-à-dire un enfant qui n'a qu'une cardiopathie congénitale et rien d'autre, pas de choc cardiogénique, pas de choc septique, pas de maladie respiratoire, c'est finalement dans la grande majorité des cas des patients qu'on va voir en hémodynamique à peu près stabilisée, dans la grande majorité de nos patients, vous allez avoir une saturation qui va être à 30, un QPQS pardon, qui va être à 30 divisé par 100 moins artère pulmonaire. Donc cette formule SAT aorte moins veine cave sur SAT VP moins AP, qui est égale au QPQS, vous devez la connaître absolument par cœur, puisque dans les situations où vous allez avoir SAT dans l'aorte égale SAT dans l'AP, et vous allez apprendre à connaître des cardiopathies congénitales qu'on dit à 100 mélangés, et vous avez cette situation-là, et bien finalement, vous prenez la saturation au bout du doigt, comme dans un ventricule unique, comme dans un tronc artériel commun, comme dans une atrésie pulmonaire, où vous allez, dès la naissance, savoir que le QPQS est de temps, voilà, en fonction de cette saturation, tout simplement au bout du doigt. Donc, formule de FIC et QPQS à connaître impérativement. Et on verra sur les cas cliniques, c'est sur ces exercices-là qu'on fera pour que vous vous entraîniez un petit peu. Donc, maintenant, on va mélanger les formules et on va mélanger le principe de Fick avec la loi de Poiseuille. Donc, si on mélange les deux formules, et je vous invite à faire ça chez vous, vous reprenez les deux premières formules, et bien, quand vous les associez toutes les deux, vous allez assez facilement avoir la formule suivante, qui est le rapport des résistances pulmonaires sur systémique, qui est un rapport qu'on va souvent calculer en hémodynamique des cardiopathies congénitales, va être égal à l'inverse de votre QPQS, c'est-à-dire QS sur QP, multiplié par les gradients de pression entre petite circulation d'une part sur grande circulation d'autre part. Donc RVP sur RVS égale QS sur QP fois PAP moyenne moins POG sur PA moyenne moins POD. Là, c'est une autre formule que vous devez connaître par cœur. Voilà. Vous voyez, vous avez la loi de Poiseuille, vous avez le principe de Fick avec le calcul des QPQS, et quand vous mélangez Poiseuille et Fick, vous arrivez à cette formule-là. Et alors, pourquoi elle est intéressante, cette formule? C'est qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que le rapport des résistances, il doit être le plus bas possible et qu'on veut en tout cas qu'il soit à moins d'un tiers, qui est un chiffre un peu approximatif, mais qui correspond bien à un bon équilibre, vous verrez, dans beaucoup de cardiopathies congénitales de la situation. Si vous n'avez pas de shunt, vous avez QP égale QS. Et donc là, dans ce cas-là, vous pouvez mesurer vos résistances par ce qu'on appelle la thermodilution, le cathétérisme cardiaque. Donc ça, les cardiologues connaissent bien ça, où vous allez mettre une petite bulle d'eau froide dans vos cavités cardiaques et vous allez, par ce système de thermodilution, voir en fonction de la vitesse à laquelle cette petite bulle va se déplacer dans les cavités cardiaques pour arriver dans la part pulmonaire, vous allez donc en déduire le débit. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir en déduire les résistances. Sauf que cette thermodilution, on va très peu l'utiliser dans les cardiopathies congénitales parce que dans beaucoup de cardiopathies congénitales, on a des shunts. Et que votre petite bulle d'eau froide, si elle est contaminée par un shunt, votre formule ne sera pas juste. Donc, il est hors de question de faire de la thermodilution dans une CIA, une CIV ou n'importe quelle cardiopathie à shunt. La thermodilution n'est pas fiable. Dans ce cas-là, il faut impérativement avoir le vrai FIC. Le vrai FIC, ça veut dire avoir la fameuse formule que je vous ai montrée au début, avec les vrais gaz du sang, les saturations étagées pour mesurer le QPQS, l'hémoglobine du patient, la VO2 du patient. Et donc, dans toutes les salles de cathétérisme cardiaque, vous avez des logiciels qui vous permettent de mesurer les débits par l'intermédiaire du principe de FIC. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que les hémodynamiciens en salle de cathé connaissent, mais vous devrez également connaître, si on vous donnait des chiffres, voilà, de différentes saturations, vous devez être capable de mesurer le QPQS
et avec la VO2, etc., de pouvoir mesurer les résistances. Donc voilà, donc on a fait les 3 premières formules. Ensuite, on continue sur l'équation de Bernoulli. Donc là, l'équation de Bernoulli, pour ceux qui font de l'échographie cardiaque, vous l'utilisez tous les jours, régulièrement. L'équation de Bernoulli, c'est delta P égale 4 fois la vitesse au carré. Et ça, on l'utilise énormément pour la CIV, pour la fuite tricuspide, pour n'importe quoi. Et tous les échographistes connaissent parfaitement cette formule et l'utilisent régulièrement. Sauf que, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, cette formule, c'est une extrême simplification de la loi de conservation de l'énergie. Vous avez appris ça quand vous étiez au lycée. Cette formule qui comporte la masse volumique, l'accélération due à la pesanteur et la pression statique à l'intérieur d'un liquide, on considère que c'est une constante. Et donc, quand on la développe, cette formule, c'est 1/2 de ρ V au carré plus ρGH plus la pression statique, c'est égal à une constante. Et si vous appliquez cette formule en cardiologie, où vous allez avoir par exemple une accélération brutale de votre flux sanguin entre un point A et un point B, ou un point 1 et un point 2, par exemple dans une fuite tricuspide, eh bien vous allez avoir théoriquement la vitesse, le 1/2 ρ V1 au carré plus ρGH plus P1 qui va être égal à 1/2 de ρ V2 au carré plus ρGH plus P2 au point 2. C'est la loi de conservation de l'énergie. Et si vous faites la différence entre les deux, vous allez donc avoir le gradient de pression P2 moins P1 qui va donc être égal, vous développez la formule, 1/2 de ρ V2 au carré plus ρGH moins 1/2 de ρ V1 au carré plus ρGH. Si jamais le patient est allongé, vous allez éliminer ρGH, puisque c'est la même hauteur du patient, il est allongé sur un lit. Et là, elle est là la petite subtilité. Dans beaucoup de situations de l'hémodynamique, on va considérer que dans une accélération brutale d'une régurgitation, par exemple, ou même d'une CIV, la vitesse d'accélération, la V2, est tellement supérieure à la V1 que le 1/2 de ρ V1 est négligeable. Et au final, on en arrive à delta P, donc P2 moins P1, égale à 1/2 de ρ V2 au carré. Mais vous voyez quand même, on a fait une belle approximation. Ça veut dire que le patient il est parfaitement bien allongé, que l'accélération est très très brutale et pas du tout progressive. Donc par exemple, on ne pourra pas appliquer cette formule chez un malade debout ou dans un tube intracardiaque, par exemple entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, ou dans un tuyau naturel comme le canal artériel, où là vous avez une accélération progressive du flux, vous n'allez pas pouvoir appliquer cette formule. Donc, si on prend, et ça sera la dernière approximation, le fait que la masse volumique du liquide sanguin, c'est à peu près 8, et ben vous en arrivez à 1/2 fois 8 égale 4, et donc on en arrive là. Et là encore, c'est une approximation, puisqu'on a beaucoup de cardiopathie congénitale, où la viscosité, par exemple, dans les syndromes d'Eisenmenger, fait que peut-être que cette masse volumique, elle bénéficie d'une approximation encore un peu trop importante. Donc voilà, je voulais juste par cette introduction sur l'équation de Bernoulli, vous montrer que pour les cardiologues ou les échographistes qui l'utilisent au quotidien, c'est véritablement une très grande approximation et qu'il faut faire très attention à ces chiffres miracles qui parfois peuvent être faux, qui parfois ont besoin d'être corrélés d'une part à la clinique et d'autre part éventuellement au cathétérisme cardiaque quand on a un doute. Mais bon, quand même, vous avez le droit de continuer à appliquer Bernoulli au quotidien. Donc, quand est-ce qu'on utilise la loi de Bernoulli? On l'utilise donc en Doppler continu, toujours. Dans une situation où on a une augmentation rapide de la vitesse à travers une valve, comme une sténose valvulaire pulmonaire, comme une fuite tricuspide, comme une CIV. Et donc, si on prend l'exemple à travers une fuite tricuspide, vous allez avoir la pression à travers le gradient de pression à travers cette régurgitation, donc le point A et le point B, ça va être la ventricule droite et l'oreillette droite, puisqu'on est entre la tricuspide, c'est entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Si vous faites l'équation entre la pression dans le ventricule droit et la pression dans l'artère pulmonaire en systole, à condition que vous n'ayez pas de sténose pulmonaire, vous allez avoir PAPS égale PVDS. Et donc, si vous rajoutez à ce gradient la pression dans l'oreillette droite, qui est à peu près de 5 mm de mercure, vous allez donc avoir la pression dans le ventricule droit systolique à 4 V au carré plus 5 mm de mercure. Voilà. À condition, encore une fois, je le répète, que vous ayez
vous n'ayez pas de sténose pulmonaire et que vous ayez une pression dans la veine cave inférieure qui soit normale, compliance de votre ventricule droit et une POD qui soit basse. Et donc, de la même façon, si on applique, donc ça c'est classique la tricuspide, un peu moins classique pour ceux qui n'ont pas l'habitude du congénital, si on applique cette formule dans une CIV, vous allez avoir cette fois-ci le gradient à travers la CIV, c'est-à-dire VG et VD, en systole. Hein. Je vous rappelle qu'une CIV, ça chante en systole, puisqu'en diastole, la pression dans le VD et la pression dans le VG est proche de 0. Donc ça ne chante pas. C'est pour ça que la CIV, c'est un souffle systolique. Donc, si vous avez PVG et PVD qui sont votre point 1 et votre point 2 et que vous considérez qu'il y a une augmentation très rapide de la vitesse du flux, vous aurez donc, cette fois-ci, PAP systolique égale P aorte systolique moins 4 fois la vitesse dans cette CIV, encore une fois, en l'absence de sténose pulmonaire et de sténose aortique. Donc ça, vraiment, on est dans le b.a.-ba de la cardiologie congénitale. On n'est pas dans un niveau élevé. Je commence par des choses assez simples. Il est impératif pour ceux qui sont déjà dépassés à ce stade-là et qui n'ont donc pas d'expérience d'échographie en particulier, de véritablement très très vite vous faire former sur ça, puisque là on est vraiment dans des choses qui sont des choses assez simples de l'hémodynamique, mais que j'ai quand même voulu rappeler pour que tout le monde parte sur des bonnes bases. Donc là vous voyez ici, c'est un patient qui a un tube entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. C'est un tube de Sano, vous verrez ça dans certaines cardiopathies. Et donc là, il est hors de question d'appliquer la loi de Bernoulli sur ce tube. Vous avez une vitesse à l'intérieur de ce tube, mais il n'est certainement pas question de faire 4 fois la vitesse au carré à l'intérieur de ce tube, puisque vous n'avez plus la possibilité de faire l'approximation que V2 est très, 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 très élevé par rapport à V1 et que donc V1 égale 0. Ça, c'est pas possible dans ce genre de situation. Pareil pour le canal artériel ou pareil dans n'importe quelle chirurgie de tuyauterie du cœur qui fait que le flux est turbulent. La loi de Laplace. La loi de Laplace, c'est une loi qui dit que la tension pariétale que doivent développer les fibres des muscles ventriculaires, elle est proportionnelle à la pression dans cette cavité ventriculaire, proportionnelle au diamètre du ventricule et inversement proportionnelle à l'épaisseur du ventricule. Et que donc, toute augmentation de pression va se traduire par une augmentation de hauteur, d'épaisseur du ventricule pour que cette tension pariétale reste stable. Et donc, le rapport masse sur volume va être stable pendant toute la vie, ce qui vous explique pourquoi le VG a une paroi épaisse et que le VD a une paroi fine. Vous l'utiliserez beaucoup moins, la loi de Laplace, dans le raisonnement de la cardiologie congénitale. Mais vous avez probablement déjà vu ça en physiologie cardiaque standard, entre guillemets, par exemple dans les cardiomyopathies, ou dans l'évolution qui fait que parfois la loi de Laplace est déplacée et qu'un ventricule qui était par exemple épais va se dilater. Et on va finir dans les lois, puis après on rentrera vraiment plus dans la clinique, sur la loi de Starling. La loi de Starling, elle est très intéressante. Vous l'avez tous apprise un jour. Je vais essayer de la simplifier pour que vous la compreniez, vous la recompreniez. La loi de Starling, elle vous dit que, vous pouvez regarder à gauche, c'est plus facile à comprendre que le petit schéma de droite, que la contraction d'un ventricule, la loi de Starling, c'est dans les ventricules. Hein. La loi de Starling, elle vous dit que la contraction de ventricule, c'est un peu comme une droite, et que plus le ventricule est contractile, plus cette droite va être une pente. Et on va regarder en fait le delta de pression dans ce ventricule par rapport au delta de volume. Vous savez que si vous remplissez un ballon, plus vous allez remplir ce ballon d'eau, plus vous allez le distendre, si c'est un ballon en plastique, et plus vous allez générer de la pression. C'est pareil pour des ventricules. Et ces ventricules, ce pas des ballons, et donc ils ont une contractilité propre, ils ont une épaisseur propre, et donc ils ne vont pas réagir de la même façon entre le VG et le VD. Et donc vous voyez en noir, le VG, il a pour le même delta de volume, une plus grande augmentation de pression que le VD. Donc la pente est beaucoup plus raide en noir. Et en vert, vous avez la pente du VD qui est moins raide que celle du ventricule gauche. Ça veut simplement dire que pour le même delta de volume, donc vous voyez, volume télé systolique VTS, volume télé diastolique VTD, vous allez avoir une delta de pression qui va être plus faible. Donc ça, c'est pour la contractilité. Maintenant, pour la relaxation,
vous allez avoir des courbes qui vont montrer que les ventricules, au moment où ils se relâchent, vont très très vite baisser rapidement de volume, et ensuite tout doucement, le ventricule va continuer à baisser son volume. Et donc ça c'est pas une droite, c'est plutôt le fait qu'il y ait deux phases comme ça, une courbe qui ressemble beaucoup plus à une exponentielle, d'accord? Et donc vous voyez ici les courbes de la compliance, qui sont ces exponentielles, où vous allez avoir la compliance du VG, qui va être la courbe noire au-dessus de la compliance du VD. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la relaxation d'un ventricule gauche est moins rapide que la relaxation d'un ventricule droit. Ça veut dire que le VG est moins compliant que le VD. Donc, vous voyez, la courbe VG est au-dessus de la courbe VD. Et donc, quand vous construisez maintenant, en fonction de l'ouverture et des fermetures des valves, aortique et mitrale pour le VG d'une part, pulmonaire et tricuspide pour le VD d'autre part, vous allez pouvoir construire une surface qui est délimitée par des points A, B, C, D. Et cette surface, ça s'appelle le travail cardiaque. Donc si vous prenez le VG, et puis après vous ferez l'exercice pour le VD, le point A, c'est la fermeture de la valve aortique, le point B, c'est l'ouverture de la valve aortique. Entre les deux, vous avez le volume d'éjection systolique. Le point C, c'est la fermeture de la valve mitrale. Donc entre C et B, vous avez la contraction isovolumétrique. Et le point D, c'est l'ouverture de la valve mitrale. Donc entre la fermeture de la valve aortique et l'ouverture de la valve mitrale, vous avez la relaxation isovolumétrique. CB, contraction isovolumétrique. BA, volume d'éjection systolique. Et AD, relaxation isovolumétrique. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez appris il y a longtemps et qu'on va essayer d'appliquer maintenant à la cardiologie congénitale. Là, je vous ai fait un résumé de comment on construit ces courbes de Starling pour le VG et pour le VD. Et donc, vous lirez ça tranquillement, à tête reposée. Et c'est écrit en toutes lettres, la même chose que ce que je viens de dire là. Et ensuite, si vous avez des questions un peu plus détaillées, on reviendra dessus au moment où on fera les cas cliniques. Et donc, voilà, là maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans la clinique. Et dans la clinique, vous avez quelque chose que vous connaissez bien, c'est la défaillance cardiaque. Et donc, dans la défaillance cardiaque, vous avez 4 mécanismes, et on va essayer de voir un peu avec le Starling comment on raisonne sur ces mécanismes. Vous avez le trouble de la contractilité, mécanisme 1. Vous avez l'altération de la post-charge avant toute adaptation par hypertrophie, mécanisme 2. Vous avez le trouble de la compliance, mécanisme 3. Et puis, vous avez l'altération de la précharge, mécanisme 4. Et donc, si on voit le trouble de la contractilité, vous allez avoir ici, on va dire qu'en rouge, c'est le point de départ d'un cœur normal, et en bleu, c'est la situation pathologique. Donc là, vous voyez ici que cette courbe rouge de départ va avoir une pente qui va baisser et que donc, on va l'interpréter comme une mauvaise contractilité. Et donc, cette mauvaise contractilité va se traduire comment? Vous voyez le coefficient directeur de cette pente bleue, qui est plus bas, va se traduire par une compensation, par un phénomène de dilatation du cœur, donc augmentation du volume systolique, et puis baisse de la fraction d'éjection. Ça, c'est une situation que vous connaissez bien déjà sur, par exemple, les pathologies que vous pouvez connaître qui ne sont pas du congénital, les cardiomyopathies dilatées, hypokinétiques. Voilà. Ça va être ça. Mais vous verrez que dans la cardiologie congénitale, on a également des situations de troubles de contractilité qui sont dues à des malformations cardiaques et qui vont entraîner des dilatations du cœur. Par exemple, un obstacle cardiaque qui va générer une adaptation par une contrainte trop forte d'un ventricule et donc une dilatation de ce ventricule avec baisse de la fraction d'éjection. Deuxième mécanisme, vous avez une augmentation importante de la post-charge, vous voyez ici, et le ventricule n'a pas le temps de s'adapter par hypertrophie. Donc vous voyez le point de pression initial en rouge va être décalé vers le haut. Donc là, par exemple, vous avez une augmentation, on va dire une coarctation de l'aorte, par exemple, ou une HTH dans une pathologie non congénitale. Et vous allez avoir, par cette augmentation de post-charge, va entraîner une augmentation également du volume, mais cette fois-ci avec une augmentation de votre pression. Vous avez des mêmes pathologies qui peuvent soit s'adapter par le phénomène 1 que j'ai décrit avant, soit s'adapter par ce phénomène 2
que je viens de vous décrire ici. Troisième mécanisme, trouble de la compliance. Trouble de la compliance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une exponentielle qui va être décalée vers le haut, c'est-à-dire que pour une même delta de volume, je vais avoir un delta de pression beaucoup plus important. Et donc, vous voyez ici que votre courbe exponentielle en bleu, elle est décalée vers le haut. Et dans ce cas-là, le cœur ne sera pas dilaté, votre fraction d'éjection sera à peu près normale et vous n'aurez pas d'augmentation de pression. Donc, ce que vous connaissez, encore une fois, je fais des exemples avec le non congénital pour vous donner les pathologies que vous connaissez. La cardiomyopathie restrictive va vous donner ça. Mais nous, en congénital, on aura des situations, par exemple, un ventricule droit d'un tétralogique phallo-opéré peut avoir une compliance altérée en post-opératoire et se manifester comme un petit ventricule droit qui va contracter correctement, mais qui va donner des signes évocateurs cliniquement de troubles de compliance qui vont être des signes d'insuffisance cardiaque droite ou en tout cas de POD, de veine cave, d'hépatomégalie importantes. Et puis enfin, altération de la précharge. Donc là, vous allez avoir, par exemple, dans un shunt, une augmentation importante de votre volume cardiaque qui va dilater le cœur en diastole et qui va se vider correctement, augmenter la fraction d'éjection sans augmenter la pression. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? On décale tout simplement toutes les courbes vers la droite en augmentant le volume. Et donc ça, c'est très typique, vous verrez, on va faire des exemples après, hein, là je vous donne la théorie, d'augmentation du volume par des cardiopathies à shunt. Et donc là, je vous ai remis les 4 mécanismes sur ces courbes, et puis on va je vais les appliquer à une cardiopathie la plus simple, vous voyez, la CIA, et on va raisonner ensemble sur ce type de problème de compliance, par exemple, dans des CIA. Et donc, qu'est-ce que c'est que la CIA? C'est une cardiopathie congénitale à shunt, intracardiaque, très fréquente. Vous aurez un cours sur CIA, CIV, donc je ne reviendrai pas sur l'anatomie. Et donc, en fait, la CIA va entraîner un shunt gauche-droite dans la très grande majorité des cas parce que la compliance du ventricule droit est meilleure et plus basse que la compliance du ventricule gauche. Et donc, ça va déterminer le sens de votre shunt interauriculaire. Encore une fois, la CIA ne shunte pas le gauche-droite parce que POG est supérieur à POD, mais elle shunte gauche-droite parce que compliance du VG est moins bonne que compliance du VD. Et donc, si vous appliquez à nouveau la loi de Starling dans la CIA et que vous allez raisonner sur ces courbes, et bien là, vous voyez, je vous montre une courbe de compliance entre VG et VD. Vous imaginez que c'est un patient qui a une CIA. Et donc, je viens de vous dire que la CIA, le shunt est gauche-droite. Vous voyez, j'ai mis la flèche rouge du VG vers le VD pour montrer que c'est gauche-droite. Et puis là, vous avez ce patient, PAF, qui est un autre patient et qui va avoir une CIA plus importante. Pourquoi? Et toujours gauche-droite. Parce que la courbe de compliance du ventricule gauche a été décalée vers le haut. Alors, est-ce que certains d'entre vous peuvent me dire, sur des situations de pathologie qu'ils ont déjà eues, par exemple, imaginez que le patient d'avant, je vous le montre, il est là, voilà, il a sa CIA gauche-droite, et puis, hop, je décale ma courbe de compliance du VG vers le haut. Est-ce que vous avez des pathologies que vous connaissez qui peuvent faire ça et qui peuvent, pour le coup, entraîner une augmentation de la CIA? Je vous laisse la parole pour que ce soit un peu interactif. Non. Alors, ils ont tous, là, on est dans la rubrique CIA. Donc, tous les patients que je vais vous montrer, ils ont une CIA. Moi, j'essaie de vous demander pourquoi le patient 2, le patient B, là, celui-là, il chante plus que le patient d'avant. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant, donc ça c'est avant, Coarctation, par exemple. En cas et maintenant? ventriculaire gauche. Qu'est-ce que vous avez dit? En cas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Voilà, exactement. Si vous avez une HVG, par exemple, on va prendre des pathologies simples, hein, on ne va pas rentrer dans des choses très compliquées, mais si vous avez une HVG pour une HTA, par exemple, eh bien, vous allez avoir une compliance moins bonne du VG. Et donc, oui, certains ont dit là sur le chat coarctation. Bah oui, ça peut être une coarctation, par exemple, vieillie.
Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la compliance est moins bonne. Alors après, il y a une pathologie qui n'est pas une pathologie, mais enfin qui est un phénomène physiologique normal. Il y a simplement vieillir. Vieillir fait que le VG va avoir une compliance moins bonne que le jeune âge. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle les CIA vieillis, qui parfois vont se révéler de façon un peu plus pathologique chez des personnes âgées, alors que finalement, ce sont des patients qui ont eu un état clinique à peu près correct pendant toute leur vie. Donc, faire attention à ces CIA de la personne âgée, parce que si vous fermez une CIA d'une personne âgée alors qu'en fait, il a un trouble de compliance du VG, qu'est-ce qui va se passer après la fermeture de la CIA, à votre avis? Si la compliance du VG n'est pas bonne, il va se manifester par quoi? Donc, certains mettent défaillance du ventricule gauche, et il y en a un qui met HTAP et l'autre qui met OAP. Ben moi, je dirais OAP, tout simplement. Je vous rappelle que la pression télédiastolique du VG, c'est égal à OAP. Hein. OAP, c'est la clinique, et pression télédiastolique du VG, c'est la physiologie. Voilà, donc il faut faire attention à la fermeture des CIA vieillis. Voilà, donc après, les réponses sont ici. La compliance du VG altérée, ça va être les cardiomyopathie hypertrophique, restrictive ischémique. Vous avez mis la coarctation, évidemment, hein, ça fait des cardiopathies hypertrophiques. Et puis, il y a aussi le rétrécissement mitral qui peut donner cliniquement ça, mais par contre, pas du tout pour les courbes, puisque dans le rétrécissement mitral, mon schéma d'avant n'est pas juste. Ça n'est pas un problème de compliance du VG, mais c'était juste pour vous donner un petit élément clinique qui ressemblera. On repart sur un deuxième exemple. Et là, pareil, vous allez raisonner, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, on repart sur notre malade de départ, là, avec sa petite CIA VGVD, et regardez ce qui se passe. Je passe à la courbe d'après, paf. Donc, on a eu une compliance du VD qui est allée vers le bas, et donc le malade a une CIA qui est plus importante. Qu'est-ce que vous connaissez comme situation clinique qui peuvent faire que le malade a une CIA plus importante dans cette situation-là par modification de la courbe de compliance du VD? La baisse des résistances pulmonaires après la naissance? Exactement. C'est pour ça que vous pouvez avoir un nouveau-né qui a une énorme CIA sur le second homme, ou ce que vous voulez d'ailleurs, un CAV, n'importe quel CHINT, CAV partiel, CIA, etc. Et que vous ne verrez jamais cliniquement parler, et que vous ne verrez jamais même chanter de façon importante à l'échographie. Vous pouvez sous-estimer avec un gros trou, et que finalement, et le souffle et éventuellement des petits signes cliniques vont apparaître beaucoup plus tard, parce que le patient va baisser ses résistances pulmonaires et sa compliance du VD. Le VD qui était très musclé en circulation fœtale va se démuscler, et donc le shunt va être un petit peu plus important. Alors je vais juste couper le micro, si je peux. Si vous pouvez juste, ceux qui ont leur micro ouvert, est-ce que vous pourriez le fermer? Sinon je vais être obligé de couper le micro à tout le monde. Et donc voilà, c'est cette situation-là. Est-ce que vous connaissez d'autres situations où on a la même chose? C'est qu'est-ce que la portabilité? Alors, d'autres situations pathologiques? Non. Et donc, les réponses de ce mécanisme-là, vous allez avoir l'amélioration de la compliance du VD indirectement par des traitements spécifiques de l'HTAP, levé d'obstacle à l'éjection du VD, vous l'avez dit, hein, chirurgie, cathétérisme, tétralogie de Fallot ou dilatation d'une valve pulmonaire, par exemple. Et puis aussi, effectivement, vous l'avez dit, là, je vois sur le chat, les bêta-bloquants qui ont un effet lusitrope et donc vont améliorer la relaxation du ventricule droit. On continue nos petits parcours dans la physiologie, le Starling de la CIA. On repart, donc vous voyez ici sur ce schéma, avec la CIA de départ, je remets toujours la même. Et voilà, voilà ce qui se passe. Donc, vous avez la courbe de compliance du VG, donc avant, après, qui est décalée vers le bas. Et là encore, je vous pose la question, allez-y. Qu'est-ce que vous suggérez comme possibilité clinique qui puisse expliquer que la CIA est moins importante dans ce cas numéro 3 par rapport à avant? Donc, effectivement, la compliance du VG s'améliore. Ça, c'est l'explication physiopathologique. Massage de l'hypertension artérielle.
Voilà, traitement d'une hypertension artérielle, levée d'obstacle gauche, exactement. Tout ça, c'est des explications qui sont tout à fait possibles. Alors, si je repars de mon exemple de la personne âgée qui a une CIA, et bien finalement, si la personne âgée a une CIA, et puis on va mettre une HTA, on va faire simple. Personne âgée, CIA, HTA, mais peut-être qu'il est beaucoup plus logique de traiter son HTA et de voir ce qui se passe, plutôt que d'aller fermer bêtement cette CIA. Il est possible qu'une fois le traitement de la... Bon, c'est un peu hypothétique tout ce que je dis là, mais bon, une personne très âgée, c'est probablement plus important pour elle de traiter son HTA que d'aller fermer un shunt vieilli à 70 ou 80 ans, sauf si on justifie que ce shunt va être délétère pour son avenir. Donc, il faut faire très attention à la raison qui explique vos signes cliniques. Et c'est pour ça que si vous ne connaissez pas la physiologie, on traite mal en fait. Et donc, ce cours-là, le but de ce cours-là, par des exemples, vous voyez, je commence très simple et puis on montera en puissance, c'est pour vous montrer sur une cardiopathie excessivement simple, qui est la CIA, et des courbes de Starling excessivement simples, qui sont des histoires de relaxation, que finalement, on en arrive à des raisonnements qui ne sont pas si simples que ça. Donc, voilà, contrôle d'une HTA. Pour les cardio-adultes qui font des cardiopathies ischémiques, par exemple, traitement d'un OAP, vous allez avoir une POG élevée par une trouble de relaxation du VG et levée d'obstacles, RAO, RM par KTO, par chirurgie, traitement d'une cardiopathie ischémique, revascularisation et USC bêta-bloquant. Tous ces traitements, qu'ils soient invasifs ou médicamenteux, ont comme unique objectif finalement d'éviter que ce ventricule gauche ait une pression télédiastolique élevée. D'accord voilà. Donc, le bémol étant le rétrécissement mitral qui, lui, je l'ai mis ici parce que la clinique est la même, mais ce n'est pas une raison d'augmentation de votre pression télédiastolique puisque l'obstacle est avant. Ça augmente la POG, le rétrécissement mitral. Et puis, on continue. Donc, petit parcours dans Starling et CIA. On repart ici, même cas. Et hop, qu'est-ce qui se passe là? Je vous laisse répondre maintenant, vous êtes rodé, on est au 4e exemple. Expliquez-moi ce qui se passe et ensuite, deuxième étape, les pathologies. Moi, je n'ai pas suivi la courbe. Donc, je vous fais avant, après. Donc, certains répondent enfin, diminution de la compliance, exactement. Certains mettent du ventricule droit. Certains mettent progression d'une sténose pulmonaire. Donc, tout à fait juste. Mettez bien les petits commentaires qui s'écrivent, c'est intéressant. Une apparition d'une hypertension pulmonaire, c'est juste. Aggravation d'une sténose pulmonaire, c'est juste. Voilà, vous avez les réponses, vous êtes très fort, vous connaissez parfaitement bien la physiologie. Et donc, vous voyez encore une fois que dans certaines maladies, si la maladie elle évolue, ça va avoir un impact sur la physiologie de la CIA. Donc, finalement, la CIA, c'est simplement une excuse pour raisonner sur Starling. Voilà, je me suis servi de cette cardiopathie la plus simple. Donc, shunt diminué s'il y a une gêne au remplissage du ventricule droit, compliance VD altérée, donc vous l'avez bien dit, HTAP, sténose pulmonaire par exemple, et donc, dans ce cas-là, si par contre, oui, je rajoute toujours, comme pour le RM tout à l'heure, la sténose tricuspide, ça n'est pas valable en termes de courbe, mais c'est oui pour la clinique. Et donc, voilà. Et donc, alors il y a quelqu'un qui pose une question très intéressante, c'est pourquoi on ne peut pas dire que le sens du shunt de la CIA est déterminé par la pression. En fait, ce que je veux dire, c'est que le sens de la CIA n'est pas déterminé par la pression POG-POD de façon, si vous pouvez avoir 4 ou 5 mm dans les deux oreillettes et avoir un shunt très très important parce qu'il y a une différence de compliance en fait. Alors évidemment, vous avez raison dans le sens que si vous avez un ventricule droit très 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 malade avec une très 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 mauvaise compliance, la POD va finir par augmenter et va peut-être devenir supérieure à la POG. Mais c'est vraiment la compliance des deux ventricules qui va déterminer le sens de cette CIA. Ce que je voulais dire au début, c'est que c'est pas si vous faites un cathétérisme et que vous avez POG à 5 et POD à 4, ou l'inverse, ça ne va pas, juste ça, vous dire que la CIA va être de volume, par exemple, très important. Et donc, là, je vous donne un petit exemple de cardiopathie, mais on va passer, en fait, parce que on n'aura pas le temps de faire les cas cliniques. C'est un exemple sur
sur une cardiopathie un peu complexe, mais que vous n'avez pas encore vue. Et donc, je vais passer volontairement sur ces diapositives pour aller sur la suite. Cette cardiopathie, c'est en fait des situations qu'on appelle de VD systémique, mais comme vous n'avez pas vu les VD systémiques, on verra ça à un autre moment. On n'a pas le temps de faire la physiologie du VD systémique à ce moment-là. Le timing. Donc, on a fait dans cette première partie du cours les CIA. Maintenant, on avance, on fait les CIV. Vous voyez, on va progresser tranquillement. Les CIV, c'est assez facile l'hémodynamique d'une CIV. Souvent, ça se fait par de l'échographie. On ne va pas aller faire du cathétérisme dans une CIV, c'est assez rare. Et donc, la première étape, c'est est-ce que le shunt il est gauche-droite à l'échographie? Donc, quelle est la couleur du flux? Deuxième étape, est-ce que le shunt il est restrictif? Restrictif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypertension pulmonaire et que donc la vitesse au Doppler continu par le Bernoulli va vous donner un gradient élevé. Donc là, vous voyez sur cette échographie, je mets un Doppler continu, je mets ma petite croix. Ma petite croix est à 5 mètres par seconde. 5 mètres par seconde de gradient, ça fait 100 mm de mercure. Il y a une façon facile pour faire un Bernoulli. Au lieu de faire 4 fois 5 au carré, vous faites 2 fois 5, ce qui fait 10, et le tout, vous le mettez au carré, ce qui fait 100. C'est beaucoup plus rapide que faire 4. C'est plus rapide de faire 2V, le tout au carré, que 4 fois V au carré. Petite subtilité pour aller vite. Donc là, le gradient chez ce patient, il est donc de 100 mm de mercure, ce qui veut dire que votre pression dans le ventricule gauche, vous allez la déterminer, par exemple, si c'est le VG, en prenant la tension artérielle du patient, tout simplement. Et que donc, si le patient il a 130 de systole et 70 de diastole, ça veut donc dire s'il n'a pas de sténose aortique, qu'il a aussi 130 dans le VG en systole. Okay, s'il a 130 dans le VG en systole et qu'il a un gradient VG-VD à 100 mm de mercure, ça veut donc dire qu'il a 130 moins 100, donc 30 dans le VD en systole. OK? S'il a 30 dans le VD en systole, ça veut donc dire qu'il a 30 dans l'AP en systole, à condition qu'il n'ait pas de sténose pulmonaire. Ce que je viens de dire là, c'est vraiment du niveau de débutant de l'hémodynamique d'un shunt de type CIV. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous fassiez très, très, très rapidement. Et donc, il faut vous entraîner pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude des cardiopathies. Mais il faut vraiment, voilà, j'ai une CIV, quelle est la tension, quel est ma PVG, quel est mon gradient, quel est mon PVD, quelle est ma PAP. Très, très vite. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que 30, cette PAP systolique, elle est donc parfaitement bien dans mon rapport RVP sur RVS, puisque ça me fait 30 de pression dans la P sur 130 de pression dans la aorte, même sans utiliser les gradients complets de ma première formule que je vous ai montré tout à l'heure de Poiseuil. Vous voyez bien que 30 sur 130, ça fait très probablement un rapport de résistance largement inférieur à 1/3. Donc ce malade va bien. Si mon rapport de résistance est à moins de 1/3, j'ai bien un shunt restrictif. C'est ça que ça veut dire. OK? Par contre, si vous avez une sténose aortique, une sténose pulmonaire, vous ne pouvez plus raisonner aussi facilement que ce qu'on vient de faire. Mais la CIV standard, on le fait comme ça. Troisième étape, maintenant qu'on a dit qu'il était gauche-droite, donc rouge en couleur. Deuxièmement, restrictif, donc pas d'HTAP, avec mon rapport de résistance faible. Et bien troisièmement, est-ce qu'il est significatif? C'est-à-dire, est-ce que j'ai beaucoup de débit? Ce n'est pas parce qu'on a un shunt restrictif que ça ne veut pas dire qu'il y a pas mal de sang qui passe dans la P et que donc le débit est élevé. Est-ce que mon débit, mon QPQS, il est élevé? 1,5, 2, qui sont des espèces de cut-off un peu arbitraires qu'on utilise pour dire qu'on a un hyperdébit. Donc vous avez deux façons de dire qu'il y a un hyperdébit, à l'échographie. Le QP, vous mesurez par votre échographe avec l'ITV sous-pulmonaire, multiplié par la chambre de chasse, qui va vous donner, par la formule que vous connaissez probablement, qui sur le rayon au carré multiplié par l'ITV sous-pulmonaire pour le QP, et la même chose multipliée par l'ITV sous-aortique pour le QS, vous aurez votre rapport QP-QS. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que tous les réanimateurs cardiologues font régulièrement, mesurer des débits. Il faut que vous sachiez mesurer des débits à l'écho. Ça, c'est impératif. Et donc, je vous ai mis un petit peu là comment on fait. Mais là, vous allez voir votre formateur et vous lui dites, montre-moi comment je fais un QPQS. C'est juste pour vous former à ça. Hein. Il y a une autre façon plus simple. Si vous ne voulez pas faire de QPQS à l'écho, vous regardez si le VG est dilaté.
Dans une CIV, si le VG est dilaté, ça veut dire que vous avez probablement un shunt. Pas la seule cause de VG dilaté, mais c'est une des causes, probablement chez un enfant particulièrement. Si le VG est dilaté sur une CIV, ça veut dire qu'il a un shunt significatif. Et donc, par exemple, la 2Z-score sur les ABAC de pédiatrie que je vous ai mis là, le lien paramètre Z, vous allez avoir ça. Alors, quelqu'un me demande sur le chat comment vous allez raisonner quand vous aurez une sténose pulmonaire, une sténose aortique. Ben, on va essayer de voir si on est capable de faire des sommes de Bernoulli ou des soustractions de Bernoulli plutôt, à condition que ces obstacles soient des obstacles ponctuels. Voilà. Donc ça, on fera des exemples dans les cas cliniques. C'est une bonne question. Donc attention au piège de l'hémodynamique. Là, je vous ai mis un vrai malade hein, dont je m'occupe et où un des échographistes de mon équipe me dit ton malade s'est aggravé sur une CIV que tu n'as pas fait opérer. Le gradient, maintenant, il est qu'entre 30 et 40 à peu près, et j'ai pas plus. Et en fait, simplement, il n'est pas bien aligné. Vous voyez ici, à gauche, j'ai une coupe où mon Doppler montre une vitesse de 3 mètres par seconde, ce qui fait un gradient à peu près de 39, c'est marqué. Hein. Et à droite, en reprenant la sonde d'écho et en alignant le Doppler un peu mieux, j'arrive jusqu'à 4,2 mètres par seconde, ce qui fait 70 mm de mercure. Ce qui fait que si c'est un nourrisson qui a une CIV avec une pression aortique à un nourrisson, ça a une pression aortique à 80-90 mm de mercure maximum, hein, parfois même moins. Donc, si c'est un nourrisson, un jeune enfant qui a une pression aortique, on va dire à 90, bah, si j'ai 70 de gradient, ça va, tout va bien. Mais si j'ai 40 et qu'il a 80-90, je suis presque à la moitié de pression systémique. Donc, c'est beaucoup moins bien. Et simplement, je me suis mal aligné. Donc, la physiologie, le message, c'est aussi de rattacher votre raisonnement physiologique à l'écho, certes, mais aussi à la clinique. Et de faire très attention à ne pas vous faire piéger sur des calculs mathématiques qui, par exemple, ne colleraient pas du tout à la clinique. Donc ça, c'est les exemples de CIV. Vous le verrez sur les cours de CIV en fonction du type de CIV. Les CIV à gros débit, à petit débit. Les CIV1, c'est les CIV restrictives, sans aucun signe clinique, VG pas dilaté, shunt non significatif, et en général, on ne les opère pas, sauf s'ils ont une fuite aortique, ce qu'on appelle le pédilobrie. Les CIV2, c'est les CIV à gros débit, 2A, très très gros débit, HTAP, avec PVG égale PVD, et là, c'est significatif, ils sont en insuffisance cardiaque, le shunt n'est pas restrictif, il faut les opérer avant 6 mois, c'est souvent les malades les plus graves, on va dire, c'est des nourrissons qui ne grossissent pas. On leur met des IEC, des diurétiques, du nursing, de l'hypercalorique, des sondes gastriques, et on finit par les opérer entre 3 et 6 mois, c'est la majorité des situations. Et puis il y a des CIV2, ça c'est les 2B. Si jamais c'est un peu restrictif, c'est les 2A, ce sont les mêmes, mais avec quand même une tendance à la diminution de la taille de la CIV qui fait que les signes d'insuffisance cardiaque sont beaucoup plus faibles. Et cela, on peut éventuellement décaler la chirurgie. Si on rate le coche et qu'on laisse évoluer cette CIV, elle va finir par abîmer l'artère pulmonaire, faire du shear stress, augmenter les résistances pulmonaires, l'épaisseur de l'artère pulmonaire. Et ça, vous le verrez dans le cours sur l'Eisenmenger. Dans ce cas-là, le shunt va s'inverser, va devenir droit-gauche. Donc, vous avez une hypoxie de repos et la CIV, dans ce cas-là, on ne peut plus la fermer. Alors, évidemment, entre 2B et 3, on n'y passe pas du jour au lendemain. Hein, c'est plusieurs mois ou années. Il y a une zone grise entre les deux. Vous verrez ça sur le cours sur l'HTAP. Et puis, les CIV4, c'est les CIV qu'on dit à poumon protégé. Vous allez avoir une sténose dans l'infundibulum ou plutôt, en général, au milieu du cœur droit, au milieu du ventricule droit, pardon, qu'on appelle des éperons médiaux ventriculaires droits, avec une CIV, ça va être comme une CIV avec sténose pulmonaire. Non, je vais mettre moi là-bas, c'est plus calme. Donc CIV4 à poumon protégé, vous avez un obstacle à l'intérieur du ventricule droit, obstacle médio-ventriculaire droit. Et donc en général, ce sont des patients qui ont très peu de symptômes, qui sont des CIV avec un équivalent de sténose pulmonaire. Et on les opère quand l'obstacle dans le VD s'est constitué et que l'enfant a un poids correct, en général 12 ou 18 mois, voilà, ça dépend un petit peu des centres. Alors les flèches en rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'évolution possible d'un état à l'autre. Vous pouvez avoir une 2A qui passe au 1, vous pouvez avoir une 2B qui passe au 2A qui passe au 1, vous pouvez avoir une 2A qui passe au 2B, une 2B qui passe au 3, une 2B qui passe au 3, évidemment, ça c'est l'Eisenmenger, c'est la situation qu'on ne veut pas, le 2B qui passe au 3.
Et puis, vous allez avoir aussi une 2A qui passe au 3 ou une 2B qui passe au 4. Donc, c'est toutes les évolutions possibles sur plusieurs années, hein, c'est pas du jour au lendemain, de ces CIV. Et ça, vous le verrez quand vous serez en stage, les évolutions un peu des CIV chez les enfants. Et des fois, on se fait piéger. Alors, il y a des CIV, on sait qu'elles ne se fermeront jamais. Une CIV par exemple, des tétralogies de Fallot, pour rester simple, ça ne va pas se fermer. Et puis, vous avez des CIV dans le septum membraneux qui, elles, ont un pouvoir de fermeture par un du septum membraneux. Donc, vous aurez ce cours sur la CIV. Les urgences cardiologiques néonatales, je vais aller très très vite parce que vous allez avoir le cours avec Sylvie Di Filippo, mais je vais quand même y passer un petit peu de temps, mais version physiologie. Parce que je trouve que c'est un très bon modèle d'application de la physio en cardiopédiatrie. Et donc, on va faire que de la physio. Puis, moi, je vais faire le très très vite sur les cardiopathies congénitales. Je ne veux pas rentrer dans les détails des cardiopathies puisque vous les verrez au cours de ces 3 semaines d'enseignement. Mais on va voir comment on peut raisonner sur la physio de façon très très simpliste, volontairement simpliste. Mon cours, il est volontairement caricatural pour vous faire une introduction à la physio. Donc ça, vous voyez, les urgences cardiologiques néonatales, vous avez 2 tableaux, la cyanose et l'insuffisance cardiaque. Et ensuite, on va imaginer que vous n'êtes pas encore un cardiopédiatre aguerri, que vous n'avez pas encore l'écho-cœur et la grande expérience, mais que vous êtes un cardio-adulte, un pédiatre de maternité ou un réanimateur, puisque le DU, ça ne prépare pas obligatoirement à être cardiopédiatre plus tard. Le DU, ça prépare à avoir une petite base théorique. Et donc, vous avez par exemple une cyanose. Et ben, vous allez regarder votre radio de thorax, si les poumons sont clairs ou pas clairs. Et puis, vous ferez la même chose avec l'insuffisance cardiaque. Et on va voir comment on va raisonner à partir de ça. Et là, je vous ai mis toutes les causes possibles. Donc, imaginez que vous ayez une hypoxie réfractaire, c'est-à-dire c'est un nouveau-né qui naît. On est chez le nouveau-né, hein, j'insiste, mais on est chez le nouveau-né dans cette partie du cours. Une cyanose isolée, vous regardez les poumons. Si les poumons ne sont pas clairs et que vous avez une surcharge vasculaire, ou si vous avez des poumons clairs qui sont hypovascularisés, vous regardez le volume. Et dans la rubrique insuffisance cardiaque, vous allez directement regarder le volume. Et donc là, par exemple, vous voyez ici un tableau de surcharge vasculaire pulmonaire sur cette radio de thorax, poumons non clairs, alors qu'ici, vous avez des poumons qui sont clairs. Vous voyez, vraiment simple, hein, on commence par simple. Et donc, une cyanose à poumons non clairs, ah bah, il n'y a qu'une cardiopathie congénitale, c'est la transposition simple des gros vaisseaux, c'est-à-dire la DTGV que vous apprendrez. C'est un petit cœur ovoïde qui est posé sur le diaphragme. La cyanose est isolée. À l'écho, vous verrez les signes de gros vaisseaux en parallèle. On peut faire le diagnostic à 16 semaines, la trioseptostomie de Rashkin si l'enfant en a besoin, les prostaglandines si l'enfant en a besoin, et on l'opère dans la première semaine de vie de switch artériel. Vous voyez, je fais très très bref pour vous résumer. Je ne rentre pas sur les échographies cardiaques, mais je vous les montre très rapidement, comme ça vous avez les enregistrements, vous pourrez revoir. Vous voyez ici que vous avez une détransposition des gros vaisseaux avec l'aorte en avant et à droite, la P en bas et à gauche, la petite shunt interauriculaire, et puis on va, chez cet enfant qui a priori était très très bleu, gonfler un ballonnet dans l'oreillette gauche pour lui faire la manœuvre de Rashkin que vous voyez ici, paf, voilà, pour augmenter son shunt interauriculaire et donc sa saturation, puisque vous avez cet enfant qui doit probablement être cyanosé. Et on a arraché la membrane, je passe un peu vite. Vous verrez ça sur le cours sur la transposition des gros vaisseaux. Ça, je passe également. Le but n'est pas de vous montrer ça. Deuxième grand cadre. Vous voyez, on a fait un premier grand cadre nosologique. Deuxième cadre, cyanose à poumon clair et avec un cœur de volume normal. Ben, ça veut dire que si le cœur est de volume normal, vous avez un obstacle droit, mais sans fuite tricuspide. Ça n'a pas dilaté le cœur. Et donc, ce sont les situations d'obstacle droit avec CIV telles que la tétralogie de Fallot et l'atrésie pulmonaire avec CIV ou abso, ou bien les ventricules uniques qui n'entraînent pas d'hyperdébit dans l'artère pulmonaire, comme l'atrésie tricuspide ou le ventricule unique avec sténose pulmonaire. Toutes ces pathologies-là, vous les verrez. Hein. Et puis, il y en a une que j'ai mise ici parce que je ne sais pas où la mettre, mais elle ressemble un peu à la tétralogie de Fallot. C'est la génésie des valves pulmonaires avec CIV. Donc, vous allez avoir pas de valve pulmonaire, un petit anneau pulmonaire, une CIV comme un Fallot et un double souffle néonatal, systolique et diastolique, puisque vous avez un petit anneau qui vous fait un souffle systolique et puis en parallèle, vous n'avez pas de valve, donc vous avez une fuite pulmonaire, donc un souffle diastolique. En général, la radio d'une agénésie des valves, c'est une radio qui est en 8 de chiffres. On verra ça sur des cas cliniques.
Donc, cyanose à poumon clair et volume normal, vous voyez là, ici, par exemple, tétralogie de Fallot ou atrésie pulmonaire avec CIV. Là, je vous ai remis une échographie typique de tétralogie de Fallot avec la bascule antérieure du septum conal. Et donc voilà, ici, vous avez une échographie d'atrésie pulmonaire. Hop, je passe sur les échos. Voilà, ça fait partie des situations où, comme j'ai que 2 heures de cours, vous gérez un petit peu plus vite. Maintenant, la même situation nosologique, même si ce n'est pas du tout les mêmes malformations cyanose à poumon clair et cœur de volume normal, vous voyez ici. Tout à l'heure, je vous ai montré des radios de Fallot. Ben là, c'est une radio de ventricule unique de type VU sténose pulmonaire ou atrésie tricuspide qui peut donner cette même image. Alors là, franchement, si vous avez un nouveau-né qui a une petite cyanose et qui va très bien avec cette radio, eh ben, si vous avez cette radio-là, finalement, vous êtes assez rassuré puisqu'il n'y a probablement pas d'urgence thérapeutique. Ce sont des enfants qui, en général, vont plutôt bien cliniquement à la naissance. Vous verrez tout ça dans les cours dédiés. Et d'ailleurs, ben voilà, je vous ai mis une radio d'une agénésie des valves pulmonaires avec une image en 8 de chiffres. Vous voyez en fait pourquoi ils sont comme ça, parce qu'ils ont des anévrismes des branches pulmonaires qui peuvent parfois comprimer les bronches. Donc les artères pulmonaires compriment le système respiratoire. Et souvent, ce sont des enfants qui sont beaucoup plus malades de leur poumon que de leur cœur. Et donc leur cyanose, parfois, elle n'est pas obligatoirement due uniquement au cœur, mais à des atélectasies majeures. Et ce sont des enfants parfois qu'on a besoin d'intuber le temps de la chirurgie. Et donc, vous voyez ici une agénésie des valves pulmonaires avec une petite collerette d'artères pulmonaires, des énormes branches pulmonaires qui vont comprimer les bronches. Maintenant, on avance. Cyanose à poumon clair et cœur de volume augmenté. Donc, c'est un index cardio-thoracique à 0,6, 0,7. Alors, pourquoi le cœur est augmenté en volume? Parce que cette fois-ci, vous avez une fuite tricuspide parce que le septum interventriculaire est intact. Donc, vous avez un obstacle droit avec IT et un septum intact, une dilatation de l'OD, un shunt OD-OG par un FOP, et ces cardiopathies-là vont être potentiellement ductodépendantes. Donc, il y a 2 possibilités. L'atrésie pulmonaire sans CIV, la PSI, donc celle-ci, pour le coup, elle dépend totalement du canal artériel, et un deuxième cadre qui ressemble un peu, mais il y a quand même un passage de sang à travers l'artère pulmonaire, ce sont les sténoses valvulaires pulmonaires critiques. Les SVP critiques avec un septum interventriculaire intact qui vont avoir un shunt droite-gauche par l'oreillette droite. Et donc, vous voyez ici un exemple de sténose valvulaire pulmonaire. Et donc, cette sténose valvulaire pulmonaire, si elle est trop importante et que votre ventricule droit n'arrive pas à avoir une compliance correcte, vous allez avoir un shunt droite-gauche, POD, POG, qui va se produire et entraîner une cyanose. APSI, ça veut dire atrésie pulmonaire sans CIV. Quelqu'un qui me demande sur le chat. Vous n'avez aucun passage entre l'artère pulmonaire, entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et donc, l'artère pulmonaire est vascularisée par le canal artériel. On va voir ça, un exemple tout à l'heure d'APSI dans les cas cliniques clairs et de volume cardiaque très augmenté. Il n'y en a pas 36 000. C'est l'anomalie d'Epstein. L'anomalie d'Epstein, vous le verrez également au cours de ces différents enseignements. C'est une valve tricuspide qui est accolée contre la paroi ventriculaire avec une atrialisation du ventricule droit et qui va vous donner cette radio qui est très typique. Si vous avez une cyanose et cette radio, vous allez avoir un cœur monstrueux qui est dû à une dilatation très importante de l'oreillette droite, une atrialisation du ventricule droit. Et donc, il y a quelqu'un qui me demande comment expliquer la dilatation des artères pulmonaires, s'il y a une agénésie de la valve. Alors, on pense que c'est parce que c'est dû à une absence de canal artériel en période fétale et que donc le flux sanguin irait contraindre les branches pulmonaires et les dilater. C'est l'hypothèse physiopathologique. Voici une échographie d'anomalie d'Epstein avec l'accollement de la valve de la tricuspide septale. Et vous verrez ça dans les cardiopathies congénitales. C'est volontaire que je ne rentre pas dans les détails de cardiopathie par cardiopathie parce que ça va être traité. Moi, je le fais par la porte d'entrée de la physiologie. Et donc ensuite, quand vous reverrez ce cours-là,
vous l'apprenez par la physio, et ensuite vous vous dites, bon, cette cardiopathie, je vais l'apprendre après. Et une fois que vous aurez appris les cardiopathies, vous revenez sur le cours de physiologie, et vous comprendrez vraiment encore mieux mon cours. Donc, vraiment, c'est en 3 étapes. Première étape, grand débrouillage nosologique sur la physio. Deuxième étape, vous apprenez cardiopathie par cardiopathie. Et troisième étape, vous revenez au cours de physio, une fois que vous connaissez les cardiopathies. On a fait la cyanose comme premier grand cadre nosologique. Maintenant, on va faire l'insuffisance cardiaque grave. L'insuffisance cardiaque grave chez un nouveau-né, encore une fois, j'insiste, on est dans les urgences cardiaques néonatales. Ça va être une situation où la circulation systémique, aortique par le canal artériel, va être perturbée. Et c'est classique dans les obstacles gauches, surtout quand le canal artériel va se fermer, avec une grande insuffisance cardiaque. Donc, vous allez avoir un intervalle libre de quelques heures, de quelques jours, et puis apparition d'abord d'une insuffisance cardiaque et puis potentiellement d'un choc cardiogénique. Donc, je vous rappelle l'insuffisance cardiaque du nourrisson, du nouveau-né, polypnée, dyspnée-OTT, stagnation pondérale, tachycardie, hépatomégalie, pâleur, oligurie. Vous palpez tous les pouls et vous regardez le volume cardiaque. Il y a une pathologie qui est une urgence extrême où là, la médecine ne peut rien faire, il n'y a que le chirurgien qui peut faire quelque chose, c'est le retour veineux pulmonaire anormal total bloqué, où vous aurez un OAP sans hépatomégalie et avec un petit cœur à la radio. Donc un petit cœur à la radio avec des poumons blancs, en néonatologie, c'est soit le choc septique chez le nouveau-né, soit le RVPAT bloqué, si je caricature un peu, hein, pour les non-pédiatres. Donc là, vous avez tout le débit cardiaque qui va se drainer à travers un collecteur veineux pulmonaire qui va dans la circulation droite, supra, infradiaphragmatique, intracardiaque. Vous verrez ça sur le cours dédié. La pression veineuse pulmonaire augmente et vous avez un OAP. Le diagnostic différentiel, donc je vous ai dit, infection materno-fétale, choc septique. La chirurgie doit être effectuée en extrême urgence. Et il n'y a aucun examen qui doit retarder le diagnostic. Il est hors de question de s'amuser à faire des scanners, des IRM dans des RVPAT bloqués, alors que le diagnostic, il peut être même clinique, radiologique, avec un petit coup d'écho où vous voyez un champ de droite-gauche auriculaire et vous n'arrivez pas à voir les veines pulmonaires, votre diagnostic, il est fait. Et donc là, vous voyez, c'est un exemple de radio de RVPAT bloqué. Vous avez des poumons blancs, et si vous regardez bien, le cœur n'est pas gros. Donc des poumons blancs avec un petit cœur, vous n'avez pas beaucoup d'explications à part le RVPAT bloqué dans les cardiopathies congénitales. Maintenant, on continue. Vous avez le cœur augmenté de volume. Et donc là, c'est le cas le plus fréquent. Donc, c'est tous les obstacles gauches. Donc, les obstacles gauches, vous les verrez les uns après les autres. Le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche, l'interruption de la marche aortique, le syndrome de coarctation qui associe coarctation et CIV, le rétrécissement aortique et la coarctation de l'aorte. Quand vous avez un mélange de tout ça, ça s'appelle le syndrome de Schoen. Les chaînes gauche-droite compliquées à expression néonatale, ça, c'est très, très rare. Si vous avez une fuite mitrale sur un CAV ou une valve troncale sur un tronc artériel commun qui fuit beaucoup, vous allez avoir de façon très exceptionnelle des insuffisances cardiaques chez des nouveau-nés. Mais faites attention à ne pas vous faire piéger, parce qu'un chien de gauche-droite qui parle à la naissance, c'est un obstacle gauche jusqu'à preuve du contraire. Je répète cette phrase qui est essentielle. Un chien de gauche-droite néonatal qui parle, c'est-à-dire qui parle dans le sens insuffisance cardiaque, c'est un obstacle gauche jusqu'à preuve du contraire. Il est exceptionnel qu'un chien s'exprime par de l'insuffisance cardiaque en période néonatale. Donc voilà, si vous avez un CAV, vous regardez la fuite mitrale, et si vous avez un tronc artériel commun, vous regardez la valve troncale. Il arrive parfois que les nouveau-nés soient symptomatiques. Ensuite, vous avez les pathologies qui ne sont plus du congénital, comme les myocardiopathies, qui ne sont plus des congénitales au sens malformation cardiaque. Donc chez les nouveau-nés, ça va être les maladies mitochondriales, les cyclopaties mitochondriales, donc les anomalies du métabolisme énergétique. Vous aurez un cours dédié aux cardiomyopathies de l'enfant. Les myocardites, c'est rare. Encore une fois, quand vous avez une myocardiopathie de l'enfant, éliminez l'obstacle gauche systématiquement. Les hypertrophiques, qui peuvent être, hormis les obstacles gauches, les glycogénoses, comme la maladie de pompe ou le diabète gestationnel. Et puis, un autre cadre, les troubles du rythme et les troubles de la conduction, puisque vous savez que le débit, c'est volume d'éjection systolique multiplié par fréquence cardiaque. Et que si vous avez une tachycardie rapide, donc TSV, flutter, vous risquez l'insuffisance cardiaque chez un nouveau-né, comme chez un adulte. Et si vous êtes très, très lent sur un BAV congénital, c'est rare en général que le BAV congénital soit symptomatique, mais ça peut arriver. Et donc, ça peut arriver que le nouveau-né se présente sous forme d'insuffisance cardiaque. Vous aurez un cours également sur les troubles du rythme et troubles de conduction. Vous voyez ici un exemple d'enfant qui a une cardiomyopathie dilatée. Et donc ça peut être plein de situations de causes
malformatives ou non malformatives que vous verrez dans ce DU. Et ensuite, quand le cœur est monstrueux, avec un index cardio-thoracique très élevé, il y a peu de causes. C'est soit les fistules artério-veineuses systémiques, donc parfois les cardiologues sont appelés pour des grandes insuffisances cardiaques avec des cœurs énormes. Faites attention de ne pas vous faire piéger. La fistule artério-veineuse systémique, c'est un diagnostic qui n'est pas facile. Donc par exemple, vous connaissez pour les pédiatres, quand vous mettez le stéthoscope sur le crâne du petit, vous allez entendre un souffle continu, c'est ce qu'on appelle la malformation artério-veineuse de la veine de Galien. Vous allez avoir des carotides pulsatiles ou une abolition des poux. Et c'est une des situations où vous allez avoir voilà. Les angiomes aussi, les gros angiomes peuvent faire ça également dans le foie, par exemple. Les épanchements péricardiques, les chylothorax, hémothorax, perfusothorax, on n'est plus du tout dans la cardiologie congénitale, mais encore une fois, c'est une spécialité qui est à cheval entre réanimation et cardiologie. Donc, il faut quand même savoir qu'une insuffisance cardiaque avec un cœur énorme, ça n'est pas qu'une malformation cardiaque. Voilà. Donc, maintenant, on a une petite demi-heure pour faire des cas cliniques. C'est là que ça va devenir intéressant. C'est là que vous allez parler un petit peu. Et donc, exercice numéro 1. Donc, je reprends ma petite diapo du début. Donc, urgence cardiologie néonatale, là, ici, c'est la diapo cyanose. Donc, cyanose à poumon clair, cyanose à poumon non clair, il n'y a que la TGV. Et cyanose à poumon clair, vous avez cœur de volume normal, fallo-abso, VU, atrésie tricuspide, agénie des valves pulmonaires. Poumon clair, cyanose, cœur augmenté de volume, vous avez apsie et sténose valvulaire pulmonaire critique. Et cyanose poumon clair, cœur très augmenté de volume, vous avez l'anomalie d'Epstein. Et ensuite, urgence cardiologique néonatale. Là, c'est plus difficile de tout faire rentrer dans le même diaporama, mais vous êtes donc dans l'insuffisance cardiaque. Cœur de volume normal, RVPAT bloqué. Et donc d'ailleurs, lui, il est à la fois cyanosé et en insuffisance cardiaque. Vous voyez, le RVPAT bloqué, il est en cyanose parce qu'obligatoirement, vous avez un chemin droite-gauche interauriculaire qui est obligatoire pour perfuser le cœur gauche. Sinon, il n'y a aucun moyen de perfuser. Donc, il est bleu et en insuffisance cardiaque. Ensuite, insuffisance cardiaque avec cœur de volume augmenté. Vous avez les obstacles gauches, les shunts qui vont se révéler en période néonatale et que c'est rare, donc fuite massive d'un CAV, fuite massive d'un troncus. Les cardiomyopathies, les troubles du rythme des conductions, donc ça c'est les cœurs de volume augmenté. Et puis le cœur de volume très augmenté, c'est fistule AV et les épanchements. Alors en fait, quelqu'un qui me pose une question, pourquoi les épanchements, le cœur est augmenté de volume? En fait, c'est pas le cœur qui est augmenté de volume, c'est l'épanchement qui peut mimer, quand c'est très important, une cardiomégalie. En fait, c'est vrai que j'ai pas précisé ça. Parfois, vous êtes cardiologue, vous êtes appelé par des réanimateurs pour cardiomégalie. En fait, c'est pas du tout une cardiomégalie, c'est un énorme épanchement. Mais c'est le motif d'appel, en fait. Et vous arrivez, soit vous êtes meilleur qu'eux en regardant la radio et vous voyez que c'est un épanchement, soit vous n'êtes pas meilleur qu'eux, ce qui est souvent les réanimateurs, ils sont quand même très bons. Et vous posez la sonde et vous apercevez que c'est un épanchement péricardique, par exemple, parce que ce n'est pas une cardiomégalie. Et je vous rappelle qu'on est chez un nouveau-né qui est dans une défaillance hémodynamique. On fait une radio, il a un gros cœur, et le clinicien a l'impression qu'il est en insuffisance cardiaque. Après, encore une fois, vous savez que tous ces épanchements peuvent gêner l'hémodynamique et entraîner une situation d'insuffisance cardiaque quand même. Donc là, on est vraiment dans la néonatologie du réanimateur, en fait. Et donc, voilà, le perfusothorax, c'est quand vous avez un cathéter que vous allez positionner dans une veine centrale et que ça va diffuser dans le thorax pour cause d'une effraction traumatique au moment de la pose du cathéter. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver dans les services de néonat ou dans des réanimations compliquées d'un nouveau-né, dans une maternité, par exemple. Voilà. Donc, on a un nouveau-né qui a une cyanose réfractaire, c'est-à-dire je mets de l'oxygène, ça ne monte pas. Il reste à 90%, donc rien de dramatique. Vous faites cette radio. Donc, on reprend notre raisonnement. OK? Donc, on est dans quel cadre nosologique? Avant de donner les diagnostics, qu'est-ce que vous dites là? Le cœur et les poumons. Donc, quelqu'un dit cœur augmenté de volume et poumon clair, exactement. Donc, soit vous dites que le cœur, il est monstrueux et c'est un Epstein. Donc, il y en a un qui a dit ça, c'est pas idiot. Hein. Soit vous dites que le cœur, il n'est pas monstrueux et c'est
APSI ou SVP. Ça colle bien, les deux collent bien. Voilà. C'est probablement ça. Une de ces cardiopathies-là, encore une fois, ce n'est pas la radio qui va vous donner le diagnostic, mais ça vous permet quand même de commencer à avancer dans la démarche diagnostique. Donc là, ici, nous, on a dit que c'était une hypovascularisation avec un cœur augmenté de volume, et donc on a jugé que c'était une APSI ou une SVP critique. Quelle est la catégorie physiologique de cette cardiopathie? Quel est le QPQS? Comment construire le Starling? Et normalement, quelles cavités sont dilatées en échographie cardiaque? Donc, première question, à quelle catégorie physiologique vous attribuez cette cardiopathie-là, à votre avis? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, quand vous avez, donc là on vous dit que c'est une APSI, c'est-à-dire une atrésie pulmonaire sans CIV, ça veut donc dire que l'artère pulmonaire elle reçoit le sang uniquement du canal artériel. Donc c'est une cardiopathie à sang mélangé, effectivement. Et donc cette cardiopathie à sang mélangé, ça veut dire que la stat dans l'aorte est égale à la stat de la PE, elle est ductodépendante obligatoire, on est totalement d'accord, vous êtes très fort, vous avez tout compris. Comment vous allez faire pour calculer le QPQS chez ce malade? Eh bien, en fait, c'est relativement facile puisque la stat dans la P est égale à la stat dans l'aorte. D'accord? Et donc, on va faire notre petit calcul. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que le rapport de QPQS est aorte moins 24 sur VP moins AP. Ici, c'est un malade qui, si on ne vous dit rien, c'est qu'en gros, la DAV dans l'aorte moins 24, elle est à peu près à 30. Sinon, on vous la donne, hein, on vous donnera un KT avec des chiffres. Pareil, ce malade, il n'y a pas de raison que ses poumons soient malades, il n'y a pas d'atélectasie, donc on va dire la stat de VP est à 100%. Et on vous a dit que la stat dans l'aorte était à 90. Donc stat de l'aorte égale stat de la P, donc vous allez faire 100 moins 90, qui vous fait 3 pour 1. Et donc, ce malade-là, il a un QPQS à 3 pour 1. Et donc, si vous voulez calculer, si vous voulez, dessiner des courbes pression-volume chez ce malade-là, eh bien, ça veut dire que, bon, alors déjà pour le VD, vous ne pouvez pas, puisqu'il y a une atrésie pulmonaire, donc il n'y a pas de Starling pour le VD possiblement faisable. Et pour le VG, en fait, le canal artériel va envoyer 3 volumes de sang, c'est votre QPQS, hein, 3 volumes de sang, alors que l'aorte, après le canal artériel, va envoyer 1 volume de sang, ce qui veut donc dire qu'avant la naissance du canal artériel, vous avez donc 4 volumes de sang, ok, 4, 3 qui partent dans le canal, 1 qui va dans le reste de l'aorte. Je vous rappelle que le chef d'orchestre du cœur, c'est l'aorte, c'est elle qui dit avec ses barreaux chémorécepteurs, donne-moi tel débit. Et donc, l'aorte, elle veut son débit à 1, une unité. Hein, on va pas donner des chiffres, on est à un QPQS 3 pour 1, donc on parle simplement d'unité de volume. Et donc, si l'aorte elle a une unité après le canal artériel, ça veut donc dire qu'il y en avait 4 avant, puisqu'il y en a 3 qui sont partis dans le canal. Et donc, le volume d'éjection systolique, tout ce qui va revenir à ce ventricule gauche, ça va donc être ces 4 unités et qui vont vous expliquer que le ventricule gauche, il va être énorme. Okay, donc, le volume d'éjection systolique va être 4 fois celui d'un VG normal. Et donc, si vous voulez vous amuser à dessiner une courbe pression-volume dans cette situation-là, bah, au départ, vous avez un volume X qui va être multiplié par 4 si vous souhaitez, si vous mettez dans ces conditions-là de QPQS à 3 pour 1 sur une atrésie pulmonaire. Là, vous vous amusez maintenant à perforer le plancher de l'anneau par cathétérisme cardiaque parce que vous pensez qu'anatomiquement, c'est possible. Vous verrez ça dans les cours. Il y a des situations où on ne peut pas. Et dans ce cas-là, on remplace le canal artériel par un Blalock, qui est un shunt systémico-pulmonaire. Et parfois, on s'aperçoit que le plancher, entre le VD et l'artère pulmonaire, il est tout petit, tout fin, et que donc, il suffit juste d'aller faire un petit trou. Donc, on perfore cet anneau par cathé, et on met quand même l'enfant sous prostine, hein, parce que je vous rappelle que la psy, c'est une cardiopathie ductodépendante, donc on est obligé. Et donc, on a perforé, on a laissé cet enfant sous prostine, et la saturation, elle est à 85, alors qu'avant, elle était à 90. Donc, effectivement, vous avez un VD, comme quelqu'un est en train de le dire, qui est encore un peu musclé et qui a une compliance qui ne permet pas d'avoir un shunt gauche-droite. Mais
qui fait que le shunt est droite-gauche. Donc, c'est ce que j'ai noté ici. Vous avez tout simplement, cette fois-ci, on peut faire un Starling dans le VD, puisque le VD contracte dans la P. Et donc, vous allez avoir ici un shunt qui va être droite-gauche auriculaire avec un trouble de compliance du VD qui est moins bonne que celle du UVG. Vous voyez, cette fois-ci, ça vous parle bien. Tout à l'heure, c'était dans la CIA, mais ici, dans la psy, c'est encore plus parlant, je trouve, puisqu'on est vraiment dans un ventricule droit qui est malade. Et si le ventricule droit il est très, 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 très malade et qu'il est peu compliant, ça va poser problème pour l'avenir. On va arrêter les prostaglandines à un moment donné quand même. Le canal artériel va se fermer. Et là, la saturation va baisser à 70%. Et on va vous demander le QPQS et comment faire pour améliorer la saturation. Alors, pourquoi, en arrêtant la prostine, la saturation passe de 85 à 70, à votre avis? Je vous laisse réfléchir. Donc, effectivement, vous avez le shunt droite-gauche par le foramen ovale qui est toujours là. Au départ, une partie du débit pulmonaire était assurée par le canal artériel. Et en fait, finalement, en ayant arrêté la prostine, on s'en aperçoit encore plus, de façon encore plus évidente. Alors, comment on fait le QPQS? C'est un peu plus compliqué que tout à l'heure. Vous reprenez votre différence artério-veineuse qui n'a pas changé, qui est toujours à 30. Vous en déduisez donc votre saturation dans la veine cave, puisque la saturation dans la veine cave, ça va être 70 moins c'est 30, et donc 40. Si votre saturation dans la veine cave est à 40, ça veut donc dire que vous arrivez, il n'y a plus de shunt, il n'y a pas de shunt gauche-droite, le shunt il est droite-gauche, ça va être la SAT dans la P. Veine cave égale, en termes de SAT, égale OD égale VD égale AP, d'accord? Il n'y a plus de canal artériel, et il n'y a aucun shunt gauche-droite, donc il n'y a aucune raison que la veine cave soit différente de la P. Donc c'est la SAT de la P, donc vous avez du coup déterminé la SAT de la P. Et une fois que vous avez la SAT de la P, vous reprenez votre formule sur le QPQS. 30 sur 100 moins la P. 30 sur 60 égale 1 sur 2. Et donc, ça correspond bien à la clinique, ça. C'est-à-dire que le malade, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit parmi vous, une partie du débit pulmonaire est assurée par le canal. Exactement. Et donc là, maintenant, il n'y a que la moitié de ce débit pulmonaire qui arrive par rapport au débit systémique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit attendre un peu que ce ventricule droit grandisse, soit éventuellement, ça ne marche pas toujours, ça marche même moyennement bien en clinique, mais juste pour le raisonnement physio, faut mettre un médicament qui améliore la relaxation de ce VD, qui va augmenter la diastole et potentiellement diminuer le shunt droite-gauche, c'est ce qu'on appelle l'effet du zitrope des bêta-bloquants. Maintenant, cet enfant, il a 6 mois. On l'a mis sous bêta-bloquant, voilà, son canal est fermé et sa saturation est à 85. Vous voyez, elle est montée. Donc notre pari, il a un peu gagné, modérément, mais il a un peu gagné. On est passé de 70 à 85. Alors c'est un malade qui a existé, hein, celui-là, c'est même assez classique. Hein, alors c'est une cardiopathie complexe, la psy, mais je ne vous donne pas un scénario hallucinant. Hein, c'est un scénario qui peut tout à fait se produire. Et donc, on vous redemande le QPQS et la courbe. Alors en fait, c'est juste pour vous amuser à chaque fois à refaire la même chose, hein, parce que finalement, c'est tout le temps la même chose. On repart, aorte moins veine cave égale 30, donc la veine cave 85 moins 30 égale 55. Je vous rappelle que tout à l'heure, la veine cave était à 40. C'est la SAT de la P, et cette fois-ci, vous avez QPQS égale 30 sur 100 moins 55, ce qui fait 30 sur 45, ce qui fait 2 tiers. Donc, on a un débit pulmonaire qui est un petit peu meilleur, ok? Et la compliance du VD, elle s'est probablement améliorée, mais elle reste moins bonne que celle du VG. Voilà, donc je vous ai mis la même courbe que tout à l'heure, avec une petite flèche de CIA, là, la petite flèche rose sur ma figure, qui est un peu moins importante que tout à l'heure. Votre shunt interauriculaire est un petit peu moins important que tout à l'heure. OK? Est-ce que vous suivez bien là? C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau… on a fait les médicaments, hein, les bêta-bloquants, ça a un peu marché, et puis c'est surtout la nature qui a marché, hein, le ventricule droit il a un peu grandi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chirurgie pour améliorer la perfusion de cette artère pulmonaire qui se prend, on a fait le calcul, 2 tiers de débit seulement, 2 tiers de QPQS. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Donc, il y a le Blaloc, par exemple. Donc, le Blaloc, effectivement, ça améliore instantanément. On remplace le canal artériel. Alors, le problème du Blaloc, c'est que ça vous envoie c'est un shunt systémico-pulmonaire, pardon, qui vous envoie donc du sang avec un débit assez important à partir de l'aorte, mais c'est tout à fait possible. Il y
y a une autre solution qui est de se dire qu'on va mettre, par exemple, la veine cave supérieure dans l'artère pulmonaire. C'est ce qu'on appelle une dérivation cavo-pulmonaire supérieure ou partielle pour avoir une correction qu'on appelle à un ventricule et demi. Et donc là, on va voir si vous êtes fort. Imaginez que je prenne ma veine cave supérieure et que je la mette dans l'artère pulmonaire chez ce malade. À combien il va saturer après, à votre avis? Comment on va faire pour estimer sa saturation? Donc, on part de 85 dans ce cas clinique, si je me rappelle bien. Et donc, on va considérer quand même, pour simplifier les choses, mais ce qui est quand même un peu vrai, ce qui est même beaucoup vrai, que veine cave sup et veine cave inf vont contribuer de façon identique au débit pulmonaire et au débit systémique. Je vous rappelle que chez un nourrisson, le débit dans les artères pulmonaires, le débit, pardon, excusez-moi, dans les veines caves, c'est la moitié veine cave sup, la moitié veine cave inf. Et chez un nourrisson, c'est ça. Ils ont des grosses têtes, les nourrissons, par rapport au reste du corps. Et donc, que ça contribue de façon identique au débit pulmonaire ou au débit systémique et que cette contribution en volume va être la même après la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Voilà, donc il y en a qui me disent 90-95 à la louche. Donc, en fait, ce n'est pas à la louche. Faut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Mais même, c'est à peu près ça. Hein. 90-95, c'est une grosse louche, mais c'est à peu près ça. Alors, je vous ai mis à gauche avant, la situation avant. Donc là, pour ceux qui n'ont jamais vu de dérivation cavo-pulmonaire supérieure, accrochez-vous. Mais je vais essayer d'être le plus didactique possible. Donc, avant à gauche, ne regardez pas le schéma de droite, regardez uniquement celui de gauche. Vous avez donc un QPQS à 2/3, ok, et une saturation à 85%. Et un VD qui est ouvert dans la P par la perforation du plancher. Donc, vous faites un petit dessin et vous notez les chiffres. Saturation 85%, 2/3 de débit dans la P, je vous ai mis 2/3, bah, du coup 1 débit dans la aorte, ok. Ce qui veut donc dire que ce 1 débit dans la aorte, une fois qu'il revient à l'oreillette droite, il va être donc réparti de façon équitable entre 1/2 veine cave sup, 1/2 veine cave 1. Donc je vous ai mis 1/2, 1/2, ce qui fait 1. Si vous avez 2/3 qui passent dans la P, ça veut donc dire que vous avez 1/3 qui est passé dans le foramen ovale, ok, dans votre shunt droite-gauche. Ce tiers qui est passé par le foramen ovale dans le shunt droite-gauche, il est donc réparti comme 1/6 qui vient de la veine cave sup et 1/6 qui vient de la veine cave inf. Donc tout est là. Maintenant, je prends ma veine cave supérieure, schéma de droite. Je mets cette veine cave supérieure dans l'artère pulmonaire. C'est la définition d'une dérivation cavo-pulmonaire supérieure, partielle. Je mets ce 1/2 qui est noté sur ce schéma-là. Vous allez donc avoir votre petite veine cave inférieure qui ramène 1/2 du débit. De ces 1/2 du débit, le postulat, c'était que la quantité de shunt par le foramen ovale va rester proportionnellement la même, donc 1/6. Et donc, qu'est-ce qui va arriver dans l'artère pulmonaire? 1/2 moins 1/6. OK? Et donc là, vous avez tout pour calculer votre nouveau QPQS. C'est-à-dire que vous allez avoir un QPQS qui va être 1/2 moins 1/6 sur 1. OK? Et donc, ce qui va vous 1/2 plus 1/2 moins 1/6, pardon, sur 1, ce qui va vous faire 5/6. C'est votre nouveau QPQS. OK? 1/2 de la veine cave supérieure plus 1/2 de la veine cave inférieure, moins le 1/6 qui est passé par le foramen ovale. Donc 5/6. On est proche d'un débit normal. Et donc là, votre FIC, il va être bien meilleur. Parce que 5/6 de QPQS, on est proche de 1. Okay, donc si on est proche de 1, la saturation, elle va être proche de 100%, par définition. Enfin, elle va se rapprocher des 100%. Puisque le principe de FIC, c'est ça. Hein. Alors, comment on va faire maintenant qu'on a notre QPQS à 5/6 pour calculer la saturation dans la aorte? Eh ben, on va refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait dans les exercices d'avant, sauf que cette fois-ci, on vous donne le QPQS et vous avez la stat, alors que tout à l'heure, on vous donnait la stat et vous devez calculer le QPQS. Donc, on y va, on s'accroche. Vous avez aorte moins veine cave sur 100 moins P qui est égal à 5/6. Vous repartez de la formule. OK? Aorte moins veine cave, on vous a dit que c'est 30. Ce qui fait que vous allez en déduire
que 100 moins la saturation dans la P, et dès que vous faites tourner votre formule égale à 6 fois 30 sur 5, ce qui fait 36, vous allez à l'envers de votre formule. Si jamais je vous ai lâché à cette étape-là, vous le réécrirez à tête reposée ce soir. Vous en déduisez que la stat de la P, c'est 100 moins 36, ok, donc 64%, ce qui vous donne la stat de la veine cave. Donc on fait comme tout à l'heure à l'envers, et la stat de la veine cave est donc égale à 64, que vous rajoutez à vos 30, ce qui vous donne 94% de stat dans la horte. C'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc tout à l'heure, les personnes qui ont dit 90, 95, vous avez raison. Et c'est comme ça qu'on fait quand on calcule les QPQS. Et alors, je peux vous dire que ça peut paraître un peu caricatural ce que je viens de faire. Et moi, quand j'étais à votre place, des fois, je ne connaissais pas bien la cardiopédiatrie quand j'ai fait le DU à l'époque. Je démarrais pour savoir si j'allais faire ce métier. J'étais interne. J'avais des doutes un peu quand même sur ce raisonnement, je vais être très honnête. C'était M. Sidi, M. Cachener qui nous faisait ses cours. Et ben en fait, dans la vraie vie, ça marche plutôt pas mal. Ça marche vraiment plutôt pas mal. Voilà. Donc, il faut que vous nous fassiez confiance. C'est des approximations quand même de physiologie, mais ça marche plutôt pas mal et c'est assez élégant d'ailleurs de raisonner un peu comme ça. Ça va? J'ai perdu personne? On continue? Donc, j'ai commencé par le cas clinique un peu le plus difficile. Et puis, alors, comment peut-on garantir que le débit passant par la CIA reste dans la même proportion avant et après? On ne peut pas le garantir complètement. C'est juste que finalement, l'enfant, il part au bloc. Donc, il a une compliance du VD qui est X. D'accord? Il a un Starling du VD qui est X. Il n'y a pas vraiment de raison que 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard, quand il sort du bloc, la compliance du VD, elle est fondamentalement changée. Là, tu as raison, elle va finir probablement par changer dans les mois qui viennent, mais pas tout de suite. Donc finalement, en sortie de bloc, c'est ça un peu la question, ou dans les jours qui suivent le bloc opératoire, la TVA, entre guillemets, sur ta veine cave inférieure, elle va rester proportionnellement la même. Donc, c'est pas te le garantir, mais c'est une approximation qui est légitime, en fait. Donc, on fait un deuxième exercice, et puis après, il y en a beaucoup des exercices. J'ai aussi mon interne en FSP, la Émeric Boisson, et mon chef de clinique qui vous ont préparé des cas cliniques. On n'aura pas le temps de le faire ce soir, et puis je ne veux pas vous perdre et vous dégoûter de la physio. Donc, on en discutera à la fin de ce cours pour voir comment faire, mais je pense qu'on pourrait se refaire une session de cas clinique. Je fais juste un deuxième. Je crois que celui-ci est plus facile. Donc, c'est un nourrisson qui a une CIV, avec il a 3 mois. Il a une pression aortique à 90 sur 50. Il a un QPQS que vous calculez à l'écho à 3. Bon, là encore, ça peut être un peu difficile à l'écho, mais on va dire qu'on est des très bons échographistes et qu'on arrive à les calculer à l'écho. Ma question, elle est très simple. Ça, c'est vraiment la cardiopédiatrie de base. Quelle est la vitesse maximale par la CIV qui va du coup me rassurer? Me rassurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'HTAP. J'ai le temps d'opérer cet enfant, par exemple. Quelle est la saturation dans la P et quelle est la compression volume? Vous voyez? Donc là, c'est beaucoup plus simple comme raisonnement. Donc, on vous dit que le QPQS est à 3. Donc là, c'est pas du tout comme tout à l'heure où vous avez votre QPQS à 3 dans une APSI. Le 3, ça voulait dire qu'il y avait 3 volumes qui passaient par le canal. Là, vous n'avez pas de canal, c'est juste une CIV en fait. Donc, si vous avez votre QPQS qui est à 3 dans cette situation et qu'il n'y a pas de canal, ça veut dire que votre débit dans la aorte, il est à 1, votre débit dans la P, il est à 3. Ça veut donc dire qu'il y en a 2 qui sont passés par la CIV. Okay, 2 volumes qui sont passés par la CIV. Et donc là, vous avez donc un volume d'éjection systolique plus 2 volumes d'éjection du shunt qui vous fait un QPQS à 3. Et donc, c'est la situation de tout à l'heure où je vous ai dit que vous avez une précharge qui est augmentée. Et donc, vous avez une dilatation du VG, tout simplement, avec un volume télédiastolique qui va être beaucoup plus important. Et donc, comment on fait pour calculer le QPQS? Non, pardon. Quelle est la vitesse maximale par la CIV qui vous rassure? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui nous rassurait, c'était que le rapport des résistances était à moins de 1/3. Donc, si vous estimez que le gradient de votre petite circulation, c'est l'APAP moyenne moins l'APOG et que celle de la grande circulation, c'est l'AP aorte moyenne moins la POD,
Vous pouvez calculer par l'intermédiaire des pressions moyennes, mais si on ne vous les donne pas parce qu'il n'y a pas eu de cassé, que c'est une CIV, que vous voulez faire une petite approximation, vous pouvez aussi dire de façon assez simple, j'ai 90 de systole dans l'aorte, bah, je voudrais bien avoir pas plus que 30 dans la P. OK? Si je ne veux pas plus de 30 dans la P, bah, ça veut donc dire que je veux un gradient entre le VG et le VD qui soit au minimum à 60. Puisque 90 dans l'aorte en systole, ça veut donc dire, en l'absence de sténose aortique, 90 de PVG en systole, OK? Et donc, je veux qu'il y ait 90 moins X pour arriver à 30, en l'absence de sténose pulmonaire, pour faire cette même approximation que, enfin pas approximation d'ailleurs, pour dire que PVD systolique égale PAP systolique. Donc, 90 moins 30 égale 60. Il me faut donc 60 mm de mercure de gradient. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comme vitesse maximale pour avoir plus de 60? Bah, il faut au moins 4 mètres par seconde. Puisque 2 fois 4, 8 au carré, 64. Et donc, 64 mm de mercure, ça me va bien. Donc, chez un nourrisson qui a une pression artérielle à 90 sur 50, je veux, pour dire qu'il n'y a pas d'HTAP, c'est-à-dire que la CIV est restrictive, je veux 4 mètres par seconde sur la CIV. De la même façon que si c'est un adulte qui a 130 de pression artérielle, vous allez vouloir 5 et quelques mètres par seconde. Okay, donc vraiment, votre gradient dans la CIV va totalement dépendre évidemment de l'âge de l'enfant ou de l'âge de votre patient et de sa tension artérielle. Alors maintenant, si on veut la saturation dans l'artère pulmonaire, on repart sur la même formule. On nous a dit que c'était 30 sur 100 moins la P égale à 3. Et ben donc, ça veut dire que la sat dans la P est à 90, puisque pour arriver à ce calcul-là, il nous faut ce chiffre. Voilà. Question. Donc, j'ai deux questions sur le chat. Première question, un shunt restrictif est-il forcément véloce? Ben, oui, sur la CIV, c'est synonyme. Hein. Et deuxièmement, quelqu'un qui a une large CIV qui shunt peu véloce, même s'il n'y a pas d'HTAP, est-elle quand même restrictive? Alors en fait, si tu as une CIV qui n'est pas véloce, tu es obligé d'avoir une HTAP. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir PVG égale PVD égale PAP, sauf si tu as une sténose pulmonaire serrée ou une sténose infundibulaire comme dans un falot, ou une sténose médio-ventriculaire droite comme une CIV à poumon protégé. En fait, la seule situation où tu as PVG égale PVD sans HTAP, c'est quand tu as une protection pulmonaire. Sinon, une large CIV peu véloce, c'est égal à HTAP. Donc, il y a une personne parmi vous qui demande comment on raisonne sur une CIV un peu restrictive avec d'autres sténoses étagées dans le cœur droit. Donc, effectivement, on peut associer le Bernoulli de la CIV plus, par exemple, le Bernoulli de l'obstacle médio-ventriculaire droit. Mais on peut à la fin arriver avec des Bernoulli qui ne sont plus très fiables. Et donc, effectivement, un des commentaires sur le chat, c'est si l'application du Bernoulli est difficile, il faut se fier à la clinique. Je suis complètement d'accord avec ce commentaire.